Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et pour cette 4e émission spéciale Marie-Antoinette, Franck Ferrand revient aujourd'hui sur le sort de la fille de la reine, Madame Royale. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Les filles de France étaient appelées à la cour par leur prénom usuel, précédé de Madame en toutes lettres. Dans le cas de la fille aînée de Louis XVI et de Marie-Antoinette, on a dû estimer que Madame Marie-Thérèse, ça ne sonnait pas très bien. Et très vite, on l'a donc appelée Madame Royale. À travers le destin tragique de cette princesse, c'est le côté maternel de la reine que j'aimerais aujourd'hui mettre en avant. Et j'ai invité, pour nous y aider, l'auteur d'un ouvrage passionnant sur la captivité de Madame Royale, Anne Muratori-Philippe. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Clément qui va en savoir plus sur l'origine du marathon. Oui, car Clément, nous dit-il, nous écoute en faisant du jogging. Belle occasion de saluer celles et ceux tellement nombreux qui nous écoutent grâce au podcast. Je vous propose maintenant d'assister à l'un des accouchements les plus célèbres de l'histoire de France. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dans la nuit du 18 au 19 décembre 1778, on n'est pas très longtemps après minuit, alors que dehors règne un froid glacial, la reine Marie-Antoinette, qui à l'époque a 23 ans, se réveille dans sa chambre à Versailles. Elle est en nage, elle ressent les premières douleurs de l'accouchement. Elle est sur le point de donner la vie à son premier enfant, un enfant tellement attendu par tout le royaume après 8 années de mariage. Vers 3 heures du matin, la surintendante de la maison de la reine, la princesse de Lamballe, qui maintenant n'a plus aucun secret pour vous, Madame de Lamballe fait prévenir le souverain et Louis XVI accourt au chevet de son épouse, alors que les membres de la famille royale, tirés du sommeil au milieu de la nuit, se présentent de leur côté entre deux bâillements. On se rajuste comme on peut, tout le monde doit être là, en pleine nuit. Selon la vieille tradition de la monarchie française, l'accouchement doit avoir lieu en public. Alors, dissipons tout de suite les doutes sur ce qui se passe. Il s'agit bien sûr d'être certain de la légitimité du prince ou de la princesse qui va naître. Mais quand on dit en public, il y a beaucoup de curieux dans la chambre, mais la reine, la parturiente, évidemment, est protégée des regards par un ensemble de paravents. Il ne faut pas croire qu'elle accouche comme ça sous les yeux des gens. Je dis ça parce qu'on a tellement raconté cette histoire qu'on finirait presque par croire que l'accouchement est comme un spectacle. C'est pas tout à fait ça quand même. Vers 8 heures du matin, la reine est en proie aux douleurs les plus vives. Les curieux sont donc de plus en plus nombreux dans la chambre. Un tel cérémonial avait toujours été éprouvant pour les malheureuses reines ou dauphines, nous raconte Simone Berthière. Il ne pouvait paraître que barbare à Marie-Antoinette, si hostile à l'étiquette. Installée sur son lit de travail, elle serrait les dents pour ne pas donner à la cour le spectacle de sa souffrance. Lorsque peu avant midi son accoucheur, Vermont, annonça que la naissance était imminente, la chambre fut prise d'assaut par une foule si mélangée qu'on se serait cru sur une place publique, dit Madame Campan. Certains grimpèrent sur les meubles pour mieux voir. Si le roi n'avait pas pris la précaution de faire arrimer par des cordes les paravents qui protégeaient le lit de la reine, ceux-ci auraient été renversés sur elle. À 11h30 seulement, donc vous imaginez, après toute cette longue matinée de travail, la reine accouche d'un enfant que la foule des curieux croit mort tout d'abord, tellement il tarde à pousser ses premiers cris, cet enfant. Mais, finalement, il est vivant, mais c'est une fille. Ce « mais » doit sonner rudement à vos oreilles. Mais en 1778, surtout pour un enfant royal, ça fait une énorme différence, car ça signifie que, pour un dauphin, il va falloir attendre encore. La petite princesse reçoit donc les prénoms de Marie-Thérèse Charlotte. On va donc l'appeler Madame Royale. La tension des heures précédentes, nous dit Simone Berthière, le vacarme montant de la foule, l'atmosphère confinée, l'émotion, la déception, c'en était trop. La reine fut prise d'un mouvement convulsif et perdit connaissance. Vermont cria « De l'air, de l'eau chaude, il faut une saignée aux pieds !» Pour éviter les vents coulis, on avait cru bon de calfeutrer les hautes fenêtres avec des bandes de papier collé. Madame Campan nous montre le roi les ouvrant avec une force que sa tendresse pour la reine pouvait seule lui donner, dit Madame Campan. Il n'empêche, ces émois passés,
Pour Marie-Antoinette, cette naissance est un soulagement. En effet, des rumeurs commençaient à circuler, quand je dis commençaient, circulaient même depuis longtemps, selon lesquelles le couple royal, marié donc depuis 8 ans, était stérile. La preuve du contraire est maintenant administrée. Des courriers vont pouvoir partir annoncer la nouvelle à toute l'Europe. Madame Royale est baptisée bien sûr dans la chapelle du château de Versailles. À Paris, le canon de l'Hôtel Royal des Invalides donne pour célébrer l'heureux événement. Alors, on n'a pas donné 101 coups de canon, on n'en a donné que 21, mais c'était déjà pas mal. Le lendemain de Noël 1778, on ira même jusqu'à chanter un Te Deum à la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui d'ailleurs n'est pas cathédrale, je devrais dire à l'époque. Louis XVI est un papa poule, il passe beaucoup de temps avec sa fille, Madame Marie-Thérèse est très entourée, sa gouvernante à l'époque est la princesse de Guéméné, elle est secondée par 4 sous-gouvernantes, mais il y a aussi bien sûr 4 nourrices, 12 femmes de chambre, 9 médecins, 9 aumôniers, des valets de garde-robe, un chirurgien pédicure, des blanchisseuses, des servantes de cuisine, enfin c'est toute une petite maison bien entendu. Le 4 novembre 1782, Madame Royale, qui à l'époque a déjà 4 ans là, maintenant, va recevoir une nouvelle gouvernante. Ça aussi, nous en avons parlé avant-hier, puisque c'est Madame de Polignac, la plus proche amie de Marie-Antoinette, qui devient gouvernante des enfants de France. La jeune Marie-Thérèse, disons-le, a une enfance ouatée, une enfance tout à fait heureuse. Elle est en bonne santé. Elle est très aimée par ses parents. On ne la met pas à l'écart malgré la naissance de ses 2 frères et d'une petite sœur qui ne va pas vivre. Marie-Antoinette constate que sa fille, malgré toute cette douceur, malgré tout ce climat familial très favorable, sa fille a un caractère difficile. On n'a pas fini de le remarquer. Jusqu'à sa mort, Madame Royale fera parler de son caractère. C'est vrai qu'elle a un visage d'ange, cette petite fille, avec ses boucles blondes, mais alors, elle est têtue, elle est orgueilleuse et elle peut même se montrer violente. Le marquis de Bombelle, par exemple, nous raconte ceci. Au lendemain d'une chute de cheval de la reine, l'abbé de Vermont explique à l'enfant la gravité de l'accident qui aurait pu coûter la vie à sa mère. « Cela m'eût été égal, réplique-t-elle. Mais madame ignore certainement ce qu'est la mort. Non, monsieur l'abbé, je ne l'ignore pas. On ne voit plus les personnes mortes, je ne verrai plus la reine et j'en serai bien aise parce que je ferai ainsi mes volontés, dit la petite princesse. C'est un propos d'enfant, bien entendu, mais voyez un peu, c'est pas l'enfant d'une douceur extrême quand même. Madame Royale bénéficie pourtant de tous les soins qu'on peut prodiguer à un enfant. Elle bénéficie d'une éducation moderne. On est à l'époque, vous savez, des préceptes de Jean-Jacques Rousseau. On avait parlé ici, à ce même micro, on avait parlé de l'Émile il y a quelque temps. Alors, Rousseau était quand même bien mal placé pour donner des conseils en matière de pédagogie et d'éducation des enfants, mais il n'empêche que les préceptes en question ont été beaucoup suivis à partir de la publication de l'Émile en 1762. Marie-Antoinette écrira à Madame de Tourzel, qui va succéder plus tard Madame de Polignac au moment de la Révolution. « On a toujours accoutumé mes enfants à avoir grande confiance en moi et quand ils ont eu des torts, à me le dire eux-mêmes. Cela fait qu'en les grondant, j'ai l'air plus peiné et affligé de ce qu'ils ont fait que fâché. Je les ai accoutumés tous à ce que, oui ou non prononcé par moi, soit irrévocable, mais je leur donne toujours une raison à la portée de leur âge pour qu'ils ne puissent pas croire que c'est humeur de ma part. » Voyez un peu l'incroyable modernité des préceptes d'éducation de la reine Marie-Antoinette. L'horloge de Joseph Haydn sur Europe 1. Restez avec nous. Cet après-midi, Franck Ferrand vous propose de faire connaissance avec Madame Royale, la fille de Marie-Antoinette. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et pour poursuivre cette semaine spéciale consacrée à Marie-Antoinette sur Europe 1, Franck Ferrand, cet après-midi, vous nous présentez Madame Royale. C'est la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, une petite fille au caractère bien trempé, on l'a vu, mais élevée de façon très moderne. Oui, très moderne, et c'est la reine en personne qui veille à son éducation. Ça, c'est très nouveau. Vous savez, la reine Marie Leszczyńska avait élevé de nombreuses filles, parce qu'elle en avait eu toute une série, mais elle les élevait de loin, si je puis dire. C'est-à-dire les gouvernantes venaient présenter les petites filles et les petits princes aussi d'ailleurs, car elle avait eu 2 fils,
On venait les présenter à la reine une fois par jour, on embrassait les enfants, on leur disait quelques mots et puis c'était tout. Là, Marie-Antoinette veille elle-même à tout ça. C'est elle qui notamment fait découvrir personnellement un certain nombre d'auteurs à sa fille, La Fontaine, Voltaire. Alors inutile de vous dire que ce sont plutôt les fables de La Fontaine qu'on lit à la petite fille. Et chez Voltaire, on va pas choisir les ouvrages les plus licencieux, bien entendu. Et La Rochefoucauld et Montesquieu, etc. Et Madame Royale doit apprendre à faire des petites choses. Par exemple, elle doit aider l'épouse du jardinier Richard, Madame Richard, au hameau de Versailles. C'est elle qui doit, de temps en temps, nourrir les chèvres et les moutons. Lorsqu'on fait des aumônes, vous savez, généralement, dans ces circonstances-là, les petits princes viennent assister à la remise des aumônes aux pauvres, mais ce sont des domestiques qui distribuent les aumônes. Eh bien là, on veille à ce que ce soit Madame Royale elle-même qui le fasse de ses propres mains, de même que Marie-Antoinette l'initie à des travaux d'aiguille pour confectionner des chemises, des layettes pour les nécessiteux, etc. On fait aussi en sorte qu'elle ne soit pas isolée dans sa bulle princière d'une certaine manière. Et il y a une petite fille, une fille de domestique qui s'appelle Ernestine, qui va partager sa vie quotidienne, vraiment en permanence. Elle partage tout, l'éducation bien sûr, les jeux, même la garde-robe. Alors, il y a quand même des enseignements classiques. On est en présence d'une fille de France, donc il y a un abbé qui est chargé de lui enseigner la lecture, l'écriture, la religion, bien entendu. De temps en temps en présence de la reine, d'ailleurs. Quant à la géographie, c'est le roi Louis XVI lui-même qui se charge des leçons. Cette éducation va avoir quand même sur le caractère difficile de Madame Royale des effets positifs, puisqu'on la voit devenir un peu plus gentille, un peu plus douce. Ce qui ne veut pas dire qu'elle sourit pour autant. Elle est toujours d'une gravité imperturbable, cette enfant, au point que son oncle, le très souriant, très riant comte d'Artois, qui va devenir beaucoup plus tard le roi Charles X, se moque d'elle gentiment en l'appelant Mousseline la sérieuse. Et c'est vrai qu'elle garde toujours cette espèce de sérieux en toutes circonstances. Alors, peut-être entend-elle aussi des conversations qui l'inquiètent, parce qu'on parle de la marier très tôt. Vous savez, dès 8-9 ans, ça y est, les ministres sont déjà en train de se dire « Avec qui allons-nous marier Madame Royale ?» Alors on pense à l'héritier du trône de Naples, on pense au fils du roi de Suède. Ce sont des demandes officielles qui arrivent à Versailles. Pour tout vous dire, la reine n'a pas du tout envie que sa fille connaisse l'incroyable traumatisme qu'elle a elle-même subi et qui consiste à se retrouver du jour au lendemain dans une cour étrangère dont on ne connaît personne, ni rien, ni les us et les coutumes, pas très bien la langue non plus généralement, et où on se sent marginalisé. Donc elle préférerait, c'est son idée déjà, elle préférerait marier sa fille dans la famille royale et pourquoi pas après tout avec le fils aîné du comte d'Artois. On commence déjà à y songer, sauf que il est tard, si je puis dire, pour la monarchie. On est déjà au moment de la Révolution. Et vous imaginez que, au moment où surgit cette Révolution de 1789, la petite qui est née en décembre 1778, elle a déjà 11 ans. Elle a beaucoup plus que l'âge de raison, d'autant plus que la perception qu'on avait des enfants au XVIIIe siècle en faisait très tôt de petits adultes. Et donc elle suit tout ça. Elle est une sorte de spectatrice des événements politiques qui se déroulent sous ses yeux, la convocation des États généraux, la proclamation de l'Assemblée nationale, l'insurrection qui aboutit à la prise de la Bastille le 14 juillet, son père qui le lendemain, le 15 juillet, doit se rendre à Paris, à la mairie, etc. Il y a chez Madame Royale une sorte d'apprentissage un peu accéléré et très précoce de la politique qui, évidemment, va prendre le lundi 5 octobre 1789 un tour dramatique. Vous connaissez bien entendu ces scènes très célèbres. Madame Royale est en train de déjeuner, semble-t-il, parce que là les témoignages ne concordent pas, mais enfin il semblerait qu'elle soit en train de déjeuner avec sa mère, alors que son père est à la chasse, quand on annonce que des femmes de Paris, on dit des femmes de Paris, en fait il y a pas mal d'hommes aussi, bref des émeutiers, sont arrivés à pied, qu'ils se sont présentés à l'Assemblée nationale, donc à la salle des menus plaisirs, et qu'on les a bêtement détournés, si je puis dire, vers le château même. C'est-à-dire qu'en fait, le château de Versailles est bientôt encerclé. Et la famille royale va vivre pendant des heures dans une sorte d'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. Le roi Louis XVI a refusé de quitter le château. Donc on est là. Il y a ces femmes qui ont l'air très énervées dehors. On voit des pics, on voit des cordes et des couteaux. Enfin, tout ça n'est pas rassurant. Et au petit matin du 6 octobre, donc le mardi, Marie-Thérèse est réveillée en catastrophe par sa mère qui est descendue elle-même dans l'appartement des enfants de France pour venir chercher ses enfants.
Et elle ne comprend rien, on l'habille en hâte, etc. Et on l'amène dans le cabinet du conseil, des endroits où elle n'a pas l'habitude d'aller du tout. Le gouvernement est réuni au grand complet, la famille royale, tout le monde est là. On s'installe avec la reine, avec le comte et la comtesse de Provence, donc l'oncle et la tante de la petite Marie-Thérèse. Le comte d'Artois est parti en émigration, lui, depuis plusieurs semaines déjà. On s'installe dans la chambre à coucher du roi Louis XVI et on se demande jusqu'où ça va aller et si finalement cette foule entrait dans le palais pour venir attenter à la vie de la famille royale. Ma tante Élisabeth était tellement troublée du danger que le roi et la reine avaient couru qu'elle traversa les chambres inondées de sang, racontera plus tard Madame Royale dans son journal, et remplies de gardes nationales parisiennes sans même s'en apercevoir. Et oui, il y a un émoi absolument considérable. Vous savez ce qui va se passer puisque le 6 octobre, donc, on va partir pour Paris. Le roi, la reine, la famille royale vont rentrer aux Tuileries qu'ils n'avaient jamais habitées, bien entendu, et se réinstaller au milieu du peuple de Paris. Voilà ce que nous dit Anne Muratori-Philippe. Pendant l'été 1789, Versailles, privé d'une grande partie de ses habitués, devient un gigantesque terrain de jeu pour le dauphin, sa grande sœur, leur petite compagne Ernestine Lambriquet. Les échos de la grande peur qui s'est emparée des provinces épargnent les enfants. Jusqu'alors, en effet, ils avaient vécu plutôt tranquilles dans ce château de Versailles, un peu abandonné par la cour, il faut bien le dire. Je dis « il » parce que je n'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, mais il y a maintenant un petit frère. Il y en avait même deux, mais il y en a un qui est mort au mois de mai, pendant la réunion des États généraux. Ça a été un drame pour la famille royale. Et on imagine que pour Madame Royale, perdre ce petit frère, mais qui était l'aîné de ses deux petits frères, perdre ce petit frère tellement intelligent, tellement malin, qui lui faisait constamment des niches, etc., et qui souffrait, le pauvre qui souffrait, le perdre dans les conditions qui ont été celles de sa disparition, ça a été sans doute pour elle beaucoup plus grave que les événements révolutionnaires eux-mêmes. Madame Royale, la première enfant du couple Louis XVI et Marie-Antoinette. On en parle jusqu'à 15h avec Franck Ferrand sur Europe 1. Vous pouvez réagir à cette émission, commenter cette émission. Rendez-vous sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Madame Royale, la fille de Marie-Antoinette, pour cette semaine spéciale sur Europe 1. Cet enfant qui va vivre en plein cœur la Révolution française. Voilà. Alors, on a vu hier à quel niveau extraordinaire de luxe était arrivée la monarchie française à la fin de l'Ancien Régime. On vivait à Versailles dans un luxe effréné, on l'a vu. Et évidemment, tout particulièrement chez Marie-Antoinette. Donc pour cette petite fille, elle est née dans ce décor extravagant, dans ces soieries, dans ces merveilles. Elle n'a connu que cela toute sa vie, même si on a beaucoup veillé à ce qu'elle ait cette éducation la plus sobre, la plus honnête, la plus rigoureuse possible. C'est tout ça dans un climat, c'est même plus une enfance protégée à ce niveau-là, c'est une enfance de rêve absolu du point de vue matériel et de confort. Et voilà que du jour au lendemain, au soir de ce 6 octobre 1789, on ramène la famille royale dans un palais qui n'a pas été habité depuis des décennies, et encore, il n'a été d'ailleurs habité que de façon tout à fait subreptice, et donc, c'est pour elle l'apprentissage de la dureté d'une certaine manière. Du jour au lendemain, on se trouve dans une maison à moitié délabrée, dont les abords sont envahis de baraques et d'échoppes, dont les jardins sont littéralement à l'abandon. Elle n'a jamais vu ni connu ça, la petite Marie-Thérèse. Elle est effarée de ce qu'elle voit. Sur place, le seul appartement royal qui soit vraiment utilisable, c'est le petit appartement de la reine. C'est là qu'elle va passer d'ailleurs sa première nuit. On va très vite entreprendre des travaux et rendre les lieux plus qu'habitables. Mais il y a une période d'adaptation incroyable. Anne Muratori-Philippe nous dit « Petit à petit, la vie familiale reprend ses droits. Au rez-de-chaussée, alors que le roi et le dauphin se partagent un appartement côté cour, la reine occupe la partie donnant sur la terrasse des Tuileries. Madame de Tourzel veille toujours sur le dauphin, tandis que sa fille, Pauline, loge à l'entresol non loin de Madame Royale, qui vit dans l'ancien petit appartement de la reine, situé au-dessus de la chambre du roi. Le roi et la reine communiquent avec leur fille par des escaliers dérobés. » Bien sûr que la vie reprend son cours et qu'on essaie de se raccrocher à une certaine chaleur familiale parce qu'ils sont très aimants, ses parents, avec ce petit dauphin qui est rigolo comme tout, le nouveau dauphin, et puis cette grande sœur un peu sérieuse, toujours un peu compassée, mais qui finit par se faire à la situation. Sauf que, évidemment,
quand on a 12, 13, maintenant 14 ans, pour une petite fille comme ça, on est très sensible à tout ce qui peut se passer. Et bien sûr que Madame Royale voit à quel point ses parents sont complètement angoissés, sont effrayés par ce qui se passe. Et elle vit les humiliations qu'impose le nouveau régime à sa famille comme des vexations intolérables. Par exemple, il y a cet épisode très célèbre de Pâques 1791, où le roi avait prévu avec sa famille d'aller comme d'habitude faire fêter Pâques à Saint-Cloud, sauf que l'Assemblée en a décidé autrement, et qu'on explique au roi qu'il ne pourra pas quitter les Tuileries. Et alors pour le roi et la reine c'est une vexation, pour la petite fille c'est intolérable. Elle se rappellera ça, ce sera pour elle un certain nombre de signaux. Et puis bien sûr, elle va participer à la célèbre équipée vers Montmédy, cette nuit fatidique, cette longue nuit où le roi, la reine, Madame Elisabeth et quelques domestiques quelques fidèles devrais-je dire, vont essayer de quitter Paris pour rejoindre les troupes de l'Est. Vous savez que cette équipée échoue complètement. Fersen l'avait organisée, mais Fersen ne l'a pas suivi jusqu'au bout. Et donc il y a cette scène invraisemblable où, chez l'épicier Sauce à Varennes, la famille est arrêtée, elle attend les représentants de la Convention, les choses deviennent vraiment très tendues, bien entendu, et il y a le retour. C'est-à-dire qu'on va ramener la famille royale à Paris sous les crachats, sous les insultes de la foule. Ça dure des heures et des heures. Il y a cette petite fille qui tombe de sommeil, qui n'a pas dormi, qui n'a pas mangé, qui boit à peine, qui n'a pas été changée depuis tant d'heures maintenant et qui doit subir cette espèce de cauchemar. Elle est en train d'entrer éveillée dans ce qui pour elle va être le cauchemar de sa vie. Bonjour Anne Muratori-Philippe. Bonjour. Comme souvent avec Marie-Antoinette, et c'est un peu le propos de toute cette semaine, ça commence très bien et ça finit très mal. Avec vous, nous allons voir jusqu'où ça peut aller mal. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h. Pour cette semaine spéciale consacrée à Marie-Antoinette sur Europe 1, cet après-midi, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous parler de sa fille, Madame Royale, avec votre invitée Anne Muratori-Philippe, historienne et membre correspondante de l'Institut. Alors, vous êtes aussi l'auteur du livre Madame Royale, paru chez Fayard. Eh oui, cet ouvrage Madame Royale, alors on est chez Fayard, ça s'appelle Madame Royale, mais ça n'est pas une biographie, il faut le dire, Anne Muratori-Philippe. C'est une sorte d'essai qui nous fait partager les douleurs et les interrogations de la princesse lors de sa captivité essentiellement. Oui, on peut le résumer comme étant la dernière prisonnière du temps. C'est ça, exactement, puisqu'elle va rester là, toute seule, ayant vu partir son père pour l'échafaud, puis sa mère, puis sa tante, Madame Elisabeth. On l'avait séparée de son frère, qui meurt aussi de son côté. Elle est la dernière survivante de la famille. Alors on n'en est pas encore tout à fait là. Non. Et je voudrais qu'ensemble nous revenions d'abord un peu sur cette éducation et sur cette jeunesse hyper dorée de Madame Royale. D'où vient ce sérieux chez la princesse ? Pourquoi est-elle de caractère ainsi renfrogné ? Est-ce qu'il y a une raison d'éducation ou est-ce que c'est simplement son naturel ? Non, je crois qu'elle est née comme ça. Elle n'est pas d'un caractère facile, il faut le dire. Un peu comme sa grand-mère Marie-Thérèse d'Autriche, un peu. Un petit peu, oui. Alors, cette princesse va recevoir une éducation de grande qualité, disons-le. Oui, tout à fait. Mais on peut dire même au temple, le roi et la reine continuent leur éducation et donnent des leçons aux enfants. Ils ont toujours l'histoire, la géographie, les mathématiques. La reine apprend le crochet, la tapisserie à Madame Royale. Madame Elisabeth lui inculque... Madame Elisabeth, c'est la plus jeune sœur de Louis XVI, donc c'est la tante de Madame Royale. La tante de Madame Royale lui inculque les premiers rudiments de la religion catholique et comment elle doit lire les livres et les interpréter. Alors, avant cela, on a connu cette petite fille qui était la petite fille aînée, quand même. Elle était un petit peu chouchoutée, quand même. Elle n'a jamais été délaissée, même quand sont nés ses frères. Évidemment, c'était le premier puis le deuxième dauphin. Mais Marie-Antoinette n'a pas fait de différence. D'où vient cette espèce d'inimitié qu'on ressent un peu de la part de la petite Marie-Thérèse, qui a l'air de trouver que sa mère ne fait pas assez attention à elle ? Elle n'est pas très contente parce que sa maman, oui, certes, est auprès d'elle et s'occupe d'elle, mais elle n'est pas très attentive.
Il y a des choses qui lui échappent. Par exemple, lorsqu'elles vont rendre visite à Mesdames Adélaïde les et grands-tantes de Marie-Thérèse. Lorsqu'elles vont leur rendre visite, Marie-Antoinette ne prend pas la main de sa petite fille et part devant, et la petite fille est derrière. Elle a un mal fou à garder le rythme. Que Louis XVI était plus doux, et Louis XVI, au contraire, lui est très attentif à sa fille et il rythme son pas sur celui de l'enfant. Donc elle trouve ça magnifique. Elle a d'ailleurs une prédilection, il faut le dire, pour ce père. Ils ont une relation très privilégiée et très gracieuse, si je puis dire. C'est assez magnifique, ça. Ils n'ont pas besoin de se parler. C'est ça. Elle comprend ce que son père attend d'elle, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, c'est assez inquiétant parfois dans les moments douloureux, quand par exemple, effectivement, on leur interdit de partir à Saint-Cloud, et qu'il y a cette scène où il y a tous les gardes qui retournent leurs crosses et qui mâchent des balles et qui sont prêts qui font semblant d'être prêts à tirer sur la famille royale si jamais elle veut monter en carrosse. Madame Royale regarde son père et son père la regarde. C'est terrible parce qu'on se dit qu'est-ce que peut penser cette petite fille ? Mon père est en train d'être humilié, je suis la fille du roi et pourtant c'est tout ça, tout ce qui passe dans sa tête, c'est terrible. Et oui, alors ça va aller de mal en pis, parce qu'il y a ce premier épisode de forte tension, il y a beaucoup d'épisodes dans la vie des Tuileries sur lesquels on ne va pas revenir dans le détail, mais le plus célèbre et le plus dramatique, évidemment, c'est celui du 10 août 1792, où là, vraiment, c'est l'insurrection, cette fois de la Commune de Paris. Il faut vraiment que la famille royale sauve sa vie. Donc on traverse le jardin des Tuileries en courant jusqu'à la salle où siège l'Assemblée nationale, et on va voir le roi, la reine et sa famille, leur famille, s'installer au milieu des députés pour sauver leur vie, en quelque sorte. Et là, Madame Royale est une adolescente, maintenant, ça n'est plus une petite fille, c'est une jeune fille, devrait-on dire. Oui, tout à fait. Mais c'est quand même effrayant, parce qu'on on leur a proposé l'Assemblée nationale et de se retrouver au milieu des députés. Les députés, en fait, disent qu'ils ne peuvent plus siéger puisqu'il y a la présence du roi. Donc on trouve une solution, on les met dans la cage du logographe. C'est-à-dire ce qu'on appellerait nous le sténographe. Oui, et qui est un tout petit réduit épouvantable. Et là, ils vont passer des heures et des heures sans avoir ni eau ni rien. On se demande comment ils ont pu tenir aussi longtemps. Et donc, on va les transférer au Feuillant et de là à la prison du Temple. Alors, quand on a annoncé à Marie-Antoinette qu'on les emmenait au Temple, elle a pensé au château du Temple qui avait appartenu donc à son beau-frère, le comte d'Artois, qui était une des maisons les plus luxueuses de Paris. Et elle s'est dit, bon, c'est un moindre mal. Et en fait, non, c'est pas le château du Temple, c'est la tour médiévale qui est une véritable prison, en fait. Oui, qui était en fait la tour dans laquelle on stockait les archives du Temple. Et Marie-Antoinette s'en est voulu parce qu'elle avait demandé, elle voulait demander à Charles X, enfin au comte d'Artois, elle voulait lui demander de faire démolir cette tour qui ne servait plus à rien. Et malheureusement, c'est dans cette tour qu'elle a abouti. Donc la famille royale est maintenant en prison. C'est une captivité qui commence de façon sévère et qui va peu à peu évoluer vers quelque chose de quasiment sordide, il faut le dire. Comment la princesse, avec son sale caractère, si je puis dire, ou en tout cas ce cran assez étonnant qui est le sien, comment Marie-Thérèse réagit-elle à ce moment-là ? Je crois qu'ils sont d'abord, lorsqu'ils sont tous ensemble, c'est la famille qui se coalise et il y a une entraide les uns les autres. Les enfants font le guet ou font exprès de faire du bruit pour que les parents puissent parler entre eux, puisqu'ils n'ont pas le droit de parler. Donc il y a plein d'astuces. Ils envoient des lettres. C'est la vie des captifs comme on la connaît. Tout à fait. Toujours. Ils écrivent des lettres codées, ils les mettent à l'encre au citron de façon à ce que ça passe inaperçu. Donc il y a toute une opération de prisonniers. Ce sont des vrais prisonniers. J'ai parlé de la mort du premier dauphin en mai 1789. Là maintenant on est arrivé en août-septembre 1792. Oui. On peut dire que ces 3 années là qui viennent de s'écouler ont été une sorte de descente aux enfers pour la famille. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. C'est la chute en fait de la royauté et sans pouvoir essayer de se rattraper à quoi que ce soit.
Est-ce que Madame Royale note ce qui lui arrive au jour le jour? On a parlé de son journal tout à l'heure, et un de nos auditeurs nous demande si elle a écrit sur les événements familiaux dramatiques vécus avec sa famille. Alors, elle n'a pas pris de notes. Ce n'est qu'en 1795, quand elle a eu cette dame qu'on a placée à côté d'elle pour l'aider à se réinsérer dans la société, c'est à ce moment-là que cette dame lui a suggéré d'écrire ce qu'elle a vécu. Voilà, oui. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. Elle a commencé par un premier texte qui débute le 5 octobre 1789, au moment de l'insurrection à Versailles. Au moment de Versailles, et qui va jusqu'à l'arrivée au Temple, enfin un petit peu. Et puis ce n'est qu'après qu'elle écrit tout le reste. Mais c'est pas complet, parce qu'elle voulait le reprendre, elle voulait en faire un véritable livre de souvenirs. Elle n'a pas eu l'occasion de le faire, ou elle n'a pas voulu, je pense, le faire. Alors nous allons voir que le regard de ce qui est devenu maintenant cette jeune fille, pour pas dire cette jeune femme, a beaucoup évolué avec le temps sur sa propre mère. Nous allons essayer de cerner Marie-Antoinette à travers le regard de Madame Royale. Europe 1, au cœur de l'histoire. Dom.fr. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Quel était le regard de Madame Royale sur sa mère Marie-Antoinette? Voilà la question que vous posez à votre invité cet après-midi, Franck Ferrand. Anne Muratori-Philippe, ancienne historienne et membre correspondant de l'Institut et auteur de Madame Royale, paru chez Fayard. Et oui, et dans ce Madame Royale, on vit la captivité tellement dure de la tour du Temple. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un petit peu de friction entre la toute petite fille et sa mère. Petit à petit, ça avait changé quand même. Madame Royale était devenue le plus grand partisan, le plus farouche partisan de sa reine de mer, si je puis dire, Anne Muratori-Philippe. Oui, ça a commencé aux Tuileries. Dès les moments douloureux des Tuileries, Madame Royale s'est rendue compte que sa mère, en fait, était très angoissée, avait très peur, essayait de le cacher à ses enfants. Et en fait, elle s'est dit, il faut que je l'aide. Et elle a passé tout le reste de son temps de captivité auprès de ses parents, à scruter sa mère, à être prête à répondre à la moindre défaillance de la reine. Et c'était fabuleux, ce retournement. Même Madame Elisabeth a un petit passage dans ses souvenirs où elle s'étonne de cette attitude. Oui, cette attitude qui montre une grande maturité. Encore une fois, beaucoup de caractère chez Madame Royale, et puis un grand amour familial. Mais ça, je crois qu'on peut dire que c'est une famille qui était une famille très aimante. Unie et très aimante. Et oui. vous avez raison de citer souvent Madame Elisabeth, parce qu'elle fait vraiment partie du petit foyer familial. Oui. Elle est la sœur de Louis XVI, mais elle fait vraiment partie du foyer familial. Hein, oui, puis là, on a Lafayette avait suggéré à Madame Elisabeth de quitter les Tuileries, puisqu'elle n'avait rien à voir avec la famille royale, qu'elle n'était que la sœur. Elle n'avait pas de responsabilité politique, oui. Donc il lui avait proposé de partir, elle a dit non, je reste, je suis la sœur du roi, je ne vais pas l'abandonner. Ah, mais elle avait elle aussi un caractère assez trempé, il faut dire. Alors, on voit aux Tuileries, à la tour du Temple, on voit peu à peu se dégrader la situation. Il faut expliquer au quotidien ce que vivent ces gens qui donc ont été le roi, la reine, les princes, enfin tout ça se vivait dans un monde idéal. Et puis d'un seul coup, alors certes avec les pesanteurs de la vie de cour, mais tout de même, là, du jour au lendemain, ce sont les vexations au quotidien, ce sont les gardes municipaux qui sont là, qui sont très présents, qui empêchent de vivre. Ils les surveillent en permanence, et encore, ils sont séparés. Le roi est au 2e étage avec le petit dauphin, et puis ensuite, à l'étage au-dessus, au 3e, on a Madame Royale, la reine et Madame Elisabeth. Avec des horaires, avec alors ils ont des discipline. horaires, et puis ils se retrouvent pour dîner, mais le dîner doit se passer en un temps record, puisque on voit, il y a une gravure où on voit le... On appelle le dîner, c'est notre déjeuner d'aujourd'hui. C'est notre déjeuner. On voit le gardien qui a une grosse horloge dans la main et qui attend le moment où on leur dit maintenant, vous remontez, vous ne restez pas auprès du roi. Alors, très vite, le roi est mis en accusation. Il va y avoir le procès de Louis XVI, sa condamnation. Tout ça est quand même très rapide. Donc décembre là, on 1792. l'enlève à sa famille, là, le roi. Oui. Donc il y a les adieux, bien sûr. Et elle qui avait cette adoration pour son père, il faut qu'elle lui dise adieu pour toujours, parce qu'il va être guillotiné le lendemain. D'ailleurs, elle tombe dans les pommes. Oui, bien sûr. Alors,
on ne s'arrête pas là, puisqu'ensuite ça va être le procès de la reine. Alors le procès du roi avait été un procès devant l'Assemblée, un procès politique. Oui. Le procès de la reine est un vulgaire procès devant le tribunal révolutionnaire où l'on traîne la souveraine, l'ancienne souveraine dans la boue, il faut le dire. Hein, Oui, alors c'est là qu'il y a cette opération sordide où l'on convoque Madame Royale et ensuite Madame Élisabeth dans la chambre du petit dauphin. Et le petit dauphin est affublé des Simon, le cordonnier qui en a la garde. Et tout simplement pour faire dire à l'enfant et pour que ses tantes et sa sœur confirment que la reine Marie-Antoinette a eu des attouchements sur son fils. Madame Royale est sidérée, elle ne comprend pas ce qu'on lui demande. Et puis quand elle saisit le côté pervers de l'affaire, elle nie tout, elle tombe des nues, elle dit non, j'étais pas là, j'ai rien vu, je sais rien. Quant à Madame Élisabeth, qui passe après la princesse, Madame Élisabeth a dit mais c'est quoi ce petit sacripant, mais ce gamin qui vient accuser sa mère. Et là l'enfant qui avec sa sœur était qui insistait et vindicatif, là l'enfant perd pied. Et à ce moment-là, on arrête la séance en disant bon ça va, c'est terminé. Alors, Marie-Antoinette va être bien sûr condamnée à mort, exécutée le 16 octobre 1793. Oui. Il n'y a donc plus maintenant, puisque l'enfant lui a été séparé depuis longtemps. Oui. Donc Madame Royale ne vit plus qu'avec sa tante, Madame Élisabeth. Et allez, on va juger maintenant Madame Élisabeth, qui s'en va à son tour et qui elle aussi est guillotinée. Oui. Donc on comprend quand même l'espèce de... C'est inouï ce qu'a vécu cette femme. Mais Madame Royale ignore que sa mère et sa tante sont guillotinées. Elle sait qu'elles ne sont plus là, en revanche. Elle sait qu'elles ne sont plus là, mais chaque fois elle reçoit une visite d'un gardien chef ou d'un membre de la Convention, elle demande des nouvelles de sa mère et de sa tante, et on ne lui répond pas. On lui dit « Madame, je n'ai pas le droit de vous en parler, je ne sais pas ». Alors on va lui donner une dame de compagnie, un peu plus tard. Oui, Madame de Chantraine. Oui, au début, donc, elle se débrouille 13 mois, toute seule. Toute seule. Et elle survit, on peut le dire vraiment, grâce au principe que lui avait inculqué Madame Élisabeth, qui lui avait dit « Si jamais vous vous retrouvez seule, il faut occuper votre journée, il faut vivre la journée depuis le lever du soleil jusqu'au soir. Le matin, quand vous vous levez, vous faites votre toilette. Ensuite, vous balayez votre chambre. » Des règles, des principes. Des principes, vous balayez votre chambre. Vous nettoyez tous les objets qui sont dans cette chambre. Ensuite, vous surtout, n'oubliez pas de marcher. Marchez beaucoup, marchez 1 heure au minimum, tous les jours dans votre chambre. Vous faites tous les angles de la pièce en parlant, en récitant. Mais il faut bouger, il faut que votre corps ne perde pas son habitude de bouger. C'est un instinct de survie qu'il faut vraiment préserver. Et puis bon, après, elle lui a dit de s'occuper de la religion, etc., et de poursuivre ses lectures et ses travaux. Et donc, elle va toute seule pendant plus d'1 an survivre comme ça. Elle va donc faire exactement comme Madame Élisabeth lui a dit. Pourquoi est-ce qu'on a condamné tout le monde, j'allais dire, sauf elle ? Ben en fait, on a condamné tout le monde, mais on a aussi... Bon, les parents, il y avait une vengeance à assumer très vite. Mais les deux enfants ont eu le même traitement. Simplement, le petit garçon était petit. Il livré à lui-même, oui. Livré à lui-même. Madame Royale, elle a dû sa survie quand même à ce que lui a inculqué Madame Élisabeth, et puis à son âge. À son âge et son caractère aussi. Et à son caractère. Elle était capable de prendre ses repas au guichet, parce que du coup, on a fermé les portes des prisons, de chaque cellule. On a mis un petit guichet, on a porté les repas, on les posait sur le guichet, on posait la cruche d'eau, etc. Madame Royale n'avait aucun problème pour attraper ses repas et sa cruche. Le petit prince, il n'y arrivait pas, il était trop petit. Le plus souvent, c'est la cruche d'eau qui tombait par terre, qui se brisait. Et le reste, c'était abandonné aux rats et aux souris. Alors après cette longue solitude, on va essayer donc de la réacclimater d'une certaine manière à des fins politiques. Il faut expliquer qu'elle va devenir une monnaie d'échange en vérité pour le nouveau gouvernement républicain.
Mais en effet, il y avait d'ailleurs pas le choix. Ils l'ont conservée en préparatif En prévision d'un échange, en fait. d'un aboutissement à un traité de paix ou d'une chose comme ça. Donc ils l'ont gardée. Ils ne savaient pas d'ailleurs s'il fallait la relâcher ou pas. Est-ce qu'on la bannit ? Et c'est là que Cambacérès a dit non, vous ne pouvez pas la bannir. Si vous la bannissez, elle va partir à l'étranger. Elle va épouser un prince et puis elle va venir réclamer un morceau de province, la Lorraine par exemple, pourquoi pas. Donc vous ne pouvez pas, elle est mieux dans notre prison. Et c'est la raison pour laquelle on l'a gardée en prison aussi longtemps. Simplement, la convention, après le 9 Thermidor, c'est assagi, si je puis dire. Les patrons de la convention ont changé. C'est Barras qui est venu au pouvoir. Et Barras, lui, n'avait pas tellement envie de s'embarrasser de Madame Royale. Donc, il y avait tout un consensus à la convention qui était prêt à sa libération. Donc, ils ont trouvé une solution. On va les changer. Et en cherchant bien, ils sont tombés sur les fameux députés que Dumouriez avait abandonnés à l'Autriche au moment de sa trahison. Et parmi ces députés, d'ailleurs, il y avait le fameux Drouet qui les avait reconnus à Varennes, au moment de la fuite à Varennes, à Sainte-Menehould, et qui les a arrêtés à Varennes. Donc, la Convention a décidé donc d'élargir Madame Royale par le biais d'un transfert à l'étranger. Et autant l'Espagne rêvait de la voir, autant la France n'a pas voulu et a préféré que ce soit l'Autriche. Mais ils ont eu une manière assez désinvolte de gérer la question, puisque au lieu de passer par la voie diplomatique, ils sont passés par l'annonce à la Convention, suivi d'un courrier au général en chef autrichien pour lui dire voilà, nous sommes prêts à vous donner Madame Royale en échange des députés. Veuillez vous adresser au général untel Oui, c'était quand même une drôle de façon de procéder, oui. Alors évidemment, quand l'empereur François II a reçu ce message, d'abord il l'a fait remarquer qu'on ne gérait pas ces problèmes de cette manière-là, et il était même prêt à refuser. Puis quand même il s'est dit c'est ma cousine, il faut que je fasse un effort. C'est quand même la fille de Marie-Antoinette. Et oui, donc quand même, bon, c'est vrai qu'on leur reproche de ne pas avoir bougé avant, ils auraient pu. Donc du coup il s'est un petit peu senti fautif et il a donné son accord. Mais en fait, les choses ne sont pas passées par la voie des armées. C'est rentré dans le giron de la diplomatie normale. Madame Royale va quitter la prison du Temple le 18 décembre 1795, c'est-à-dire au moment de son anniversaire. Tout à fait. Elle avait donc 17 ans. 17 ans. Et elle est devenue, c'est curieux parce qu'elle n'a que 17 ans, mais c'est vraiment devenu une dame. Hein. Elle a mûri très prématurément. Oui. Hein. Alors, en plus, on s'en rendait pas compte au Temple parce qu'elle a tout fait pour cacher son évolution, sa transformation en femme, ayant peur des gardiens. Bien sûr, oui. Donc, ce n'est que quand elle a eu cette dame auprès d'elle, Madame de Chantrenne, qu'elle s'est développée énormément, parce que Madame de Chantrenne s'est rendue compte qu'il y avait un problème physique et elle a tout fait pour l'aider. Alors par la suite, elle épousera le fils du comte d'Artois, qui lui-même deviendra plus tard le roi Charles X. Oui. Elle sera duchesse d'Angoulême à partir de là, et elle suivra le roi Charles X après sa destitution dans son exil. Ça, ce serait l'autre vie, si je puis dire, de Madame Royale. Ça n'était pas celle qui nous intéressait aujourd'hui. Merci beaucoup Anne Muratori-Philippe. Votre Madame Royale est publiée chez Fayard. Et dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand vous dévoile les origines du marathon. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Avec aujourd'hui pour vous, Franck, une question de Clément sur le site europe1.fr. Bonjour Franck, j'écoute votre émission pendant mes séances de jogging. Pourriez-vous revenir sur l'origine du mot marathon ? Et ça tombe bien, Clément, puisque ce dimanche, le 3 avril, là, va avoir lieu la 40e édition du marathon de Paris, n'est-ce pas ? Alors, d'où ça vient le marathon ? C'est l'époque où les Perses attaquent les Grecs, les Perses de Darius qui arrivent sur 600 navires, ils sont des dizaines de milliers, et en face, le stratège grec Miltiade le Jeune, n'a qu'une dizaine de milliers d'hoplites à leur opposé. Donc, il va falloir jouer serré pour les Grecs qui emportent la victoire. Alors, à partir de là, vous avez deux versions. Vous avez celle d'Hérodote sur laquelle je ne vais pas m'étendre maintenant, et puis celle beaucoup plus connue de Plutarque, version répandue qui nous dit que Clès, un messager, part de Marathon et va courir jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire des Grecs sur les Perses. En arrivant, il crie « Neni kamen, nous avons gagné » et il s'effondre, mort d'épuisement. Il a couru 42 km, ce qui fait qu'un ami de Pierre de Coubertin, il s'appelle Michel Bréal, au tournant des années 1900, va recréer un marathon, une course moderne qui fera donc 42 km.